Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. L'histoire incroyable qui va suivre a pour théâtre un immeuble vétuste situé dans le quartier populaire d'un grand centre urbain. Derrière la façade grisâtre, vivent des familles sans toit, souvent sans patrie, des vies brisées ou en transit, en attente de papier, d'un métier, d'un avenir. Cet immeuble, découpé en chambres d'à peine 12 mètres carrés, pompeusement appelé studio, est un hôtel à vocation sociale. Gilbert Morin, le marchand de sommeil, vit, tout comme les personnes qui l'hébergent, des allocations sociales qui lui sont versées pour le paiement des loyers. Mais, à la différence de ses familles, lui, il en vit confortablement. Monsieur Morin réfute catégoriquement l'appellation de marchand de sommeil. La réputation qui nous est faite est injuste. Alors qu'on prend en charge la misère du monde, avec les moyens du bord, bien sûr. Mon hôtel était peut-être pas un 3 étoiles, mais j'ai sauvé de la rue des centaines de personnes en difficulté. Moi, je me considère comme un travailleur social. Voilà. Moi, je fais du social. Nous avons retrouvé Amina, qui a vécu chez Monsieur Morin et qui s'en souvient. À l'époque, on était des sans-papiers. On avait passé plusieurs nuits dans la rue avec les enfants. Alors on était bien contents quand on a trouvé le meublé de Monsieur Morin. Seulement, 1 200 € pour 12 mètres carrés avec les toilettes sur le palier, c'est un peu cher quand même. Madame Cardon, c'est la voisine. Une voisine bien curieuse. Je suis née dans ce quartier. Alors j'ai eu le temps de voir la dégradation du voisinage. Quand j'ai vu qu'ils transformaient cet immeuble en hôtel, je me suis dit, ça y est, ça va être le Bronx. Alors, depuis je veille. Et croyez-moi, rien ne m'échappe. D'ailleurs, j'ai prévenu Morin. Le moindre pet de travers et j'appelle la police. Parce que, mais ils ont le droit d'être des nécessiteux, mais si on laisse faire, mais ça va être dealer, criminel et compagnie. Il y avait des carreaux cassés, l'électricité était pas aux normes, et de l'humidité qui suintait des murs. C'était dangereux, surtout pour les enfants. Oh. Monsieur Morin était très dur avec nous parce qu'on n'avait pas de papier. Il nous disait, vous payez ou vous partez. Il y en a des centaines comme vous derrière qui attendent. Mais moi, je savais qu'il était dans l'inégalité. Alors un jour, je lui ai dit, Monsieur Morin, vous pouvez prier que la police ne mette jamais son nez dans vos affaires, parce que vous n'êtes pas un honnête homme. Et dans cet établissement pour le moins louche, la voisine va remarquer un drôle de locataire au numéro 26. J'ai tout de suite remarqué les bizarreries du locataire du 26 parce que son volet était cassé. Chaque soir, il rentrait à 23h et il repartait le lendemain matin à 6h précises. Toute la nuit, la lumière restait allumée. Et que je te déménage des meubles et que je te fais je sais pas quoi. En fait, il ne rentrait dans sa chambre que la nuit et pour travailler. Mais c'était pas normal. Madame Cardon, la voisine, m'a demandé d'enquêter sur les activités du locataire du studio 26. Moi, j'étais ennuyé. D'abord parce que c'est pas dans mes habitudes, et puis parce que les activités de mes locataires ne me regardent pas. Alors là, j'ai dit clairement à Morin de s'occuper des bizarreries de son locataire parce que moi, sinon, j'appelais la police. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu? Qu'il l'avait jamais vu. Tel que. Et alors? Il avait réservé le studio par téléphone et voulait être dérangé sous aucun prétexte. Comme en plus il payait rubis sur l'ongle, j'avais aucune raison de me plaindre. À force de raconter des histoires, la voisine a persuadé tout le monde que le locataire du 26 était un gangster. Et personne ne pouvait dire le contraire puisque personne ne l'avait jamais vu. Mais le Morin, il voulait pas bouger. Finalement, je lui ai dit, ou vous faites la police chez vous ce soir, ou c'est la police qui le fera. Tel que. Il avait peur qu'un gros bras débarque et le dérouille. Mais il avait encore plus peur que la police ne vienne à l'hôtel et découvre la salubrité des lieux, alors qu'il avait reçu des subventions pour faire les travaux. Quand j'y pense, vraiment j'ai été ridicule, hein. J'aurais bien mieux fait d'appeler la police ce soir-là. Gilbert Morin monte une à une les marches qui le mènent jusqu'au studio numéro 26. Il transpire abondamment tandis que sa main moite palpe la bombe lacrymogène dissimulée au fond de sa poche. Il frappe à la porte.
Pas de réponse. Morin glisse alors son passe dans la serrure. La porte s'ouvre brutalement. Et son cœur fait un bond dans sa poitrine. Surprise. En face de lui se trouve un petit bonhomme, aussi terrorisé que lui. Le studio misérable est encombré d'un attirail étonnant, plaques de zinc, tresse à main et flacons de substances chimiques trônent au milieu de la pièce. Le terrible locataire du 26 tremble comme une feuille. Le proprio c'est un objet dans sa poche, comme un pistolet. Il était tellement nerveux, j'ai cru qu'il allait me tirer dessus. Fallait voir le décor. D'abord, j'ai pensé que c'était un artiste. Puis tout d'un coup, j'ai aperçu un billet de 100 € qui séchait sur un fil. Imaginez ma surprise. J'ai dit, Monsieur Morin, c'est vrai, je suis un faussaire. Ne me dénoncez pas à la police, s'il vous plaît. Je n'ai pas de papier, je ne veux pas finir en prison. Tenez ce billet, il est pour vous. Dénoncer ce trafic sous mon toit, c'était risquer de voir fermer mon établissement. Jeter une centaine de familles à la rue. J'ai dit, prenez-le. Prenez-le, vous ne risquez rien. Avec ma méthode, je ne peux en faire qu'un seul par jour. Mais je vous assure, sans me vanter, ils sont parfaits. Et ne pas dénoncer ce trafic, c'était de toute façon être complice. Malgré moi d'ailleurs. Mais c'est comme ça, au regard de la loi, j'étais déjà complice. Il a glissé le billet dans sa poche et m'a dit, je vais prendre du temps pour réfléchir et savoir si je vais vous livrer à la police ou pas. Oui, j'ai pris un billet qui séchait là, mais pour voir. Puis ce que j'ai vu, c'est que les commerçants du quartier l'ont accepté sans problème. Le lendemain, je me précipite sur Morin. Alors, et qu'est-ce qu'il me répond? Que son locataire est un artiste plasticien qui crée la nuit des œuvres, qu'il est complètement névrosé et qu'il faut surtout pas le déranger. Vous savez comment on l'appelait, Madame Cardon, dans le quartier? Le pitbull. Parce qu'elle avait la réputation de jamais lâcher prise. Avec mon mari, on rêvait la nuit qu'un juge vient et voit ce que faisait Morin avec l'argent qu'il recevait pour aider les gens. Mais nous, on pouvait rien faire. La voisine qui surveillait tout le monde, elle avait fait une fixation sur le locataire du 26. Alors moi, j'en ai rajouté une couche. Je lui disais, oh, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit. Mais moi, j'avais mes informateurs et j'ai tout de suite compris que Morin s'était moqué de moi. Tous les jours, il venait chercher son billet pour le prix de son silence, disait-il. Il me livrait de la bouffe comme un chien à qui on remplit son gamelle, et puis après m'enfermait dans ma chambre à double tour. Les histoires incroyables. Morin est tiraillé entre la peur du danger et la peur du gain. Il aime l'argent, mais il ne veut prendre aucun risque. Il teste donc un billet chez un buraliste connu pour être particulièrement méfiant envers les faux billets en circulation. Mais pour le commerçant, pas de doute, c'est un vrai. La peur change de camp. Le marchand de sommeil oblige le faussaire à fabriquer des faux billets en échange de son silence. Mais la poule aux œufs d'or ne pond qu'un seul billet par jour. C'est trop peu. Bientôt, il lui en faut plus à Morin, beaucoup plus. En fait, on a vu le locataire du 26 de plus près le jour où il est devenu le locataire du 28. Oui, Monsieur Morin nous a obligés à échanger nos chambres. Parce que la note donnait sur la rue et pas sur la cour. Comme ça lui permettait d'éviter la surveillance du pitbull. Mais nous, on a perdu 1 mètre carré. Quand j'ai su que le Morin, il avait fait déménager son locataire du 26, j'ai tout de suite compris qu'il me cachait quelque chose. S'il croyait me faire lâcher le morceau, il se trompait lourdement. J'ai fait ni une ni deux et je suis allée au commissariat. Vous savez pas ce qu'ils m'ont répondu? Déménager n'est pas un délit, on est en République, madame. Tel que. Oui, c'était en attendant de prendre une décision. Je l'ai installé dans une chambre plus spacieuse et plus claire. Pour qu'il puisse travailler dans de meilleures conditions. J'étais son prisonnier. Alors moi, je lui ai dit, je suis un artiste. Je peux pas bosser comme ça. Je peux pas bosser à la chaîne. Il me faut une presse spéciale pour sortir plus de billets. Mais ça coûte de l'argent. 150 000 €. C'est de l'argent, mais en contrepartie, je peux sortir 50 billets tous les jours de 100 €. Donc, au bout de 2 mois, c'est l'amortissement, et après, c'est que des bénéfices. Le comportement du marchand de sommeil change de jour en jour. La cupidité et un sentiment de toute puissance envers le faussaire lui font perdre tout sens de la mesure. Hélas, Madame Cardon épie ses moindres faits et gestes. Comment se débarrasser de cette fouineuse pathologique? Un instant, M. Morin envisage de la faire assassiner, mais il y renonce, car il a une meilleure solution. Il connaît son talon d'Achille. Madame Cardon, elle aussi aime l'argent. C'est une femme coquette qui dépense beaucoup. Il va la tester. Même en liquidant tout, mes comptes, mes réserves, j'avais pas assez.
Et vendre ma résidence secondaire aurait pris beaucoup trop de temps. Alors j'ai pensé faire d'une pierre deux coups. Morin, il est venu me voir et il m'a confié son secret. Et il m'a proposé une affaire, un investissement. Bon, moi au début j'ai cru que c'était une blague, mais il m'a donné un billet de 100 €. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai été à la Banque de France et je leur ai montré le billet en demandant si par hasard c'était un faux. Ils m'ont répondu non madame, pas du tout, ce billet-là il vient bien de chez nous. Alors là ça m'a impressionnée parce que je me suis dit, si le billet est d'une vérité absolue, en principe on peut pas se faire prendre. Bon, c'est vrai, le jeu en valait la chandelle. C'était sans risque. Morin m'a apporté l'argent la veille au soir. J'ai compté les billets, le compte y était. Après, il a été rangé l'argent, les billets dans le coffre-fort. Le lendemain, il est revenu. Il m'a accompagné au lieu de rendez-vous dans une fourgonnette. L'argent était dans une mallette qui était accrochée à son poignet par des menottes. J'ai dit, Monsieur Morin, vous ne pouvez pas monter dans l'immeuble. Ça tombait bien, il n'avait pas envie de voir des gangsters. Alors on a convenu d'un deal. Il m'attendait devant l'immeuble, dans la fourgonnette, pour emmener la machine. Je l'ai arrêté devant l'immeuble où il devait. Il est monté avec l'argent. Et puis, bah rien. La voisine, elle a attendu Morin toute la soirée. Elle n'arrêtait pas de poser des questions. Et vous avez pas vu Morin? Et il est où? Pia, pia, pia. Comme une amoureuse. Enfin, non. Pas comme une amoureuse, mais un peu quand même. Tout à coup, ces deux-là, ils étaient cul et chemise. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, Morin, il est rentré très tard. La queue entre les jambes, tout triste. Le voisin du 26, il avait disparu, comme ça. Alors moi, je suis allée voir Morin pour récupérer notre meublé, puisqu'il était plus grand. Ah ben, il nous a virés comme des malpropres. J'ai tout perdu. 30 ans d'économie honnête pour quelques jours de dérapage. Disparu, qui m'a dit. Envolé. Comment ça, envolé? Bah oui. Et comment voulez-vous qu'on aille se plaindre à la police? Et pourtant, on est des victimes. Moi, faire des faux billets, j'ai même pas dessiné. J'ai jamais été malhonnête. Les billets, ils étaient tous vrais. En fait, je suis un peu un Robin des Bois. Vous savez, je vole aux riches pour donner à moi, en fait. Ouais, je choisis des gens qui ont la conscience lourde, qui aiment l'argent. Il faut qu'ils en aient, c'est important. Et ça marche. Pas tout le temps, mais souvent. En fait, parce que j'ai été pauvre pendant longtemps. Voilà. Et puis j'aime bien les marchands de sommeil. Vous savez pourquoi? J'ai passé mon enfance dans ce genre d'endroit. Alors j'arrive, je m'installe, j'attire l'attention, et après, hop. Oui. Ça fait 2 semaines que je suis dans cet endroit. Des pioles minables, un loyer, avec ça tu te payes un 3 pièces au pied de la tour Eiffel. Le proprio, je le sens bien. Je sens qu'il va bientôt croquer dans le beefsteak. Ne vous y trompez pas. À sa façon, Franklin, notre faux faussaire, est un artiste. Il y a chez ce garçon un véritable talent pour identifier le profil de ses victimes, susciter chez eux l'appât du gain, le désir de domination. Depuis des années, il piège ainsi des marchands de sommeil, des marchands de biens, des notaires et bien d'autres personnes qui toutes ont en commun la peur de la police. Elle ne doit surtout pas mettre son nez dans leurs affaires douteuses. Eh bien, jusqu'à présent, aucune des victimes de Franklin n'a osé porter plainte. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Extraordinaire. On donne souvent à ce mot une signification inexacte. On l'emploie pour désigner une chose merveilleuse, féerique ou fantastique. Or, extraordinaire veut dire tout simplement hors du commun. Des situations peuvent être hors du commun, des comportements humains peuvent également être hors du commun. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, et qui m'a tourmenté pendant des années, est réellement extraordinaire. Jugez-en plutôt. Je me souviens que ce mois d'octobre-là était exceptionnellement doux. À Sarrebourg, en Moselle, les organisateurs de la fête de la bière se réjouissent. Des tables sont dressées sur les trottoirs, les langues se délient sous l'effet de l'alcool. C'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres.
Vers 2 heures du matin, une jeune femme, très discrète, surveille du coin de l'œil les allées et venues des passants. C'est Sophie Brune, récemment promue inspectrice de police. Sophie est incapable de se douter, bien sûr, que dans un instant, la fête va tourner au cauchemar. C'est après cette histoire que j'ai quitté la province. J'ai toujours détesté la fête de la bière. J'y suis jamais allée d'ailleurs. Mais ce soir-là, j'étais obligée de me mêler aux braillards saouls qui empestaient l'alcool. Ah, j'étais furieuse. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et quand mon téléphone a sonné, je me suis dit, tiens, encore une querelle d'ivrogne. C'était la fête de la bière. Il y avait un monde fou dans la brasserie. Et moi, mes consommateurs, je les soigne. Et je fais ce que je peux pour surveiller parce que je veux pas de bagarre ici. Pensez donc, c'est le moment de l'année où on fait le plus gros chiffre d'affaires. J'avais bien vu ce type-là, avec la tête posée entre ses bras. Mais bon, comme à cette heure-ci, la moitié des gens sont ivres morts, j'ai pas vraiment fait attention. Et puis, avec tout ce va-et-vient, on peut pas tout voir. La voix au bout du fil était très pressante. Hein. Vite, venez vite, à la brasserie du coin, ça peut pas attendre. Tout d'abord, j'ai cru que le type en tenait une bonne. Il bougeait pas d'un poil. Mais quand quelqu'un l'a bousculé et qu'il a pas bronché, alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, je me suis approché de lui et j'ai tenté de le secouer un peu. Oh, j'ai eu un sacré coup au cœur. Il était mort. Je me suis dit que, voilà, ça avait mal tourné pour un client. Un mec qui avait trop bu, il avait roulé sous la table. Je suis allé à la porte et j'ai attendu l'inspecteur avec un médecin qui était dans la salle. Oh, je tremblais, mon ami. J'arrivais pas à aligner une phrase. Faut dire que c'est quand même la première fois que j'ai un mort dans mon bar. Et j'espère bien la dernière. Heureusement, le toubib était là pour expliquer la situation à la jeune inspectrice. Le pauvre, mais j'avais l'impression qu'il avait vu le diable. Il y avait un autre homme avec lui, un médecin. C'est lui qui m'a expliqué que le gamin était pas mort de cause naturelle. Non, il avait les lèvres bleues et il empestait l'amande. Cette odeur est caractéristique du cyanure, m'a dit le médecin. Du poison. Du poison qu'on avait certainement versé dans sa chope de bière. Sophie Brune s'attend à constater le décès d'un soifard et elle se retrouve devant un homme foudroyé par une dose de cyanure. La victime est un homme blond, encore jeune, habillé sobrement, un garçon bien mis, un de ceux qui n'attirent pas d'histoire. L'inspectrice est perplexe. Si cet homme a été empoisonné au cyanure, il s'agit de toute évidence d'un meurtre commis avec préméditation. Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce jeune homme, pour mériter une telle fin? C'est vrai, le patron du bar m'avait affirmé avoir rien remarqué d'anormal, mais enfin quand même. Non, j'étais bien décidée à trouver un indice, une trace, un début de piste pour m'aider à éclaircir cette histoire. J'avais à peine eu le temps de sortir mon calepin pour noter 2-3 trucs, qu'un agent en uniforme m'a déboulé dans la salle, il m'a prise par le coude, il m'a poussée vers la porte, il m'a dit « Chef, je vous cherche partout, il y a eu un malheur à l'instant même à la brasserie d'en face. » J'ai eu une drôle d'intuition. Je me suis demandé si le meurtrier avait pas frappé une seconde fois. Non, mais quand j'y repense, ça a été ça impressionnant parce que ça aurait dû être moi la deuxième victime. Et heureusement que j'ai refusé ça. Et je sais pas pourquoi je l'ai refusé, surtout ce soir-là, film de la bière. J'ai traversé la rue. Tout était normal. Les gens semblaient pas être au courant. Dans l'arrière-salle, derrière le bar, il y avait un jeune type allongé sur un matelas. Il avait l'air d'avoir à peu près le même âge que le premier. Lui aussi, il avait les lèvres bleues et il dégageait cette odeur d'amande si particulière.
Je me suis vraiment demandé si la série allait s'arrêter là. Elle était nerveuse, la jeune inspectrice. Elle m'a posé plein de questions et ça m'a mis très mal à l'aise. Et quand j'y repense, c'était dingue parce que moi j'avais vu l'assassin. J'avais vu, il est venu me parler. Et le comble, c'est qu'il est venu me proposer un verre. Il arrive, très sympa en plus. Voilà, c'est mon anniversaire, c'est aujourd'hui. J'ai 60 ans, ça me fait plaisir, je vous offre un verre. Trinquons ensemble. Et j'ai trouvé ça un peu louche quand même, parce que bon, je me méfie toujours un petit peu des gens, vous savez, qui viennent vous accoster comme ça, très gentils. Je trouvais ça un peu décalé, quoi, surtout dans une fête de la bière, un pub. Tout le monde était un peu arrosé. Lui, je le trouvais un peu intriguant. Mais j'ai bien fait. Heureusement, il a pu me faire une description assez précise de l'assassin. Très chic, genre grand bourgeois de province. Le crâne un peu dégarni, les tempes grisonnantes, pas très grand. D'après lui, c'était plutôt le genre d'homme qui parle politique dans un salon. Pas vraiment le genre à boire dans une brasserie le soir de la fête de la bière. Donc le type s'est retourné, il a interpellé un jeune homme un petit peu plus loin. Et même cinéma, il lui paye un verre. Donc le jeune homme prend sa pinte, à la tienne, il trinque avec le vieux, et boum, le jeune tombe par terre. J'ai tout de suite compris qu'il était mort. Alors ensuite, moi j'ai essayé de rattraper le vieux bonhomme, mais bon, il y avait une espèce de panique générale, ça se bousculait, c'était un peu le chaos, tout le monde criait, et puis le vieux était plus rapide que moi. Mais je me souviens qu'avant de partir, il a eu le temps de me faire un petit signe de la main avant de disparaître. Les hommes de 60 ans, petits avec le crâne dégarni, bon, il y en avait à l'appel dans la ville. Mais on avait plus. Merci. Son côté grand bourgeois de province. Ah oui, qu'est-ce qu'il venait faire là? En tout cas, une chose était évidente. Il frappait au hasard. Ses victimes n'avaient pas été choisies à l'avance. Alors j'ai tout de suite demandé qu'on surveille toutes les brasseries du quartier. Et bah oui, il fallait qu'on soit sûr de le coincer avant qu'il frappe à nouveau. J'ai installé mon PC dans le premier café. Mes hommes venaient toutes les heures me faire leur rapport. Rien. Je commençais sérieusement à me dire que le type s'était barré quand un policier est venu me dire qu'il y avait eu 2 nouveaux meurtres. Les histoires incroyables. Sophie Brune s'assoit lourdement sur sa chaise. La fête tourne au carnage. La jeune inspectrice se sent responsable de la mort de 4 hommes innocents. Au cours de sa fuite, l'assassin a frappé 2 fois encore, choisissant pour cible ceux qui se trouvaient par hasard sur sa route. Sophie réfléchit à toute vitesse et une petite phrase énigmatique lui revient alors en mémoire. Un propos rapporté par son témoin. « J'ai 60 ans aujourd'hui. » C'est le seul fil auquel elle peut encore se raccrocher. Il fallait que j'aille consulter l'ordinateur central du commissariat. Là, j'ai établi la liste de tous les hommes de la région, né un 3 octobre. Bon, il y avait qu'une vingtaine de noms. J'en connaissais certains, mais il y a tout de suite un nom qui a attiré mon attention. Amédée Sinclair, c'est le type le plus riche de la région. Sa famille avait fait fortune dans les aciéries. Et il possédait un château à quelques kilomètres de Sarrebourg. Une grande bâtisse du 19e siècle. Monsieur Amédée, ça a toujours été un original. Je dirais même un excentrique. Je me souviens, quand il allait à des soirées mondaines, il mettait souvent une perruque à cause de son crâne dégarni, mais pas n'importe quelle perruque, non, une perruque Louis XV, parce que il aimait bien se faire remarquer. Par exemple, pour le 50e anniversaire de madame, il lui a offert un dîner aux chandelles, avec du champagne. Bah, pas ici dans la salle à manger, non. Là-haut, dans une montgolfière, au-dessus du château. Enfin, tout ça pour vous dire que monsieur Amédée, quand il voulait s'offrir quelque chose, il se l'offrait tout de suite, et sans se soucier du qu'en dira-t-on. Je me demandais vraiment comment aborder Amédée Sinclair. Simple visite de formalité? Non. Impossible. S'il était coupable, il chercherait la moindre occasion de se faire la malle. Bon, je pouvais pas non plus l'accuser sans preuve. Restait plus que l'interrogatoire de routine, et fallait que je sois assez maligne pour le faire avouer. Quand je suis arrivée au château, son domestique m'attendait. Amédée Sinclair savait que j'allais venir.
Je commençais vraiment à me dire qu'il avait quelque chose à se reprocher. Et là où il a commencé à avoir des drôles de manies, c'était à la mort de sa femme. Bah oui, il s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Leur fils unique était mort à la guerre, il n'y avait plus aucune famille. Et un jour, je suis passé devant son bureau et je l'ai surpris en grande conversation. Je me suis dit, tiens, monsieur Amédée a de la visite. Alors j'ai jeté un coup d'œil discret. Personne. Ah mais je vous jure, personne. Monsieur tenait le portrait de madame dans une main, un verre de liqueur dans l'autre et il trinquait. Alors là, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Sophie Brune suit le domestique dans le salon du milliardaire. Quand elle pénètre dans la pièce au mur couvert de portraits de sa femme et de son fils, Amédée l'attend, sereinement assis dans un fauteuil, un verre de champagne à la main. Le témoin ne s'est pas trompé. L'homme de petite taille, au crâne dégarni, correspond exactement à cette description. Alors là, j'ai entendu monsieur... Bienvenue, inspecteur, je vous attendais. Je me doutais bien que vous alliez me retrouver après l'imprudence que j'avais commise en parlant de mon 60e anniversaire, mais bravo. Vous avez été futé et rapide. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il parlait comme ça à la jeune femme de la police. Et après, j'ai entendu la conversation qui a suivi. Et là, j'ai compris. Monsieur Amédée, il avait commis la folie de trop. Bon, bien sûr, il n'avait pas la tête d'un assassin, hein. On peut pas dire ça. Non, plutôt bel homme et distingué, du genre à ouvrir la porte aux dames. Et cet homme riche et respecté m'a avoué bien tranquillement ses meurtres. Il m'a fait asseoir en face de lui et il m'a avoué que depuis qu'il était petit, on lui avait jamais rien refusé. Alors pour son anniversaire, il avait décidé de s'offrir quelque chose de totalement inaccessible. Un cadeau très spécial. Un quadruple meurtre. Cynique, désespéré ou fou, Amédée Sinclair? Sans doute les trois à la fois. Sophie Brune frémit d'horreur devant cet homme qui dit avoir tué par plaisir. Et quand il ajoute « Vous pensez vraiment que ces hommes imbibés de bière méritaient de vivre ?» Sophie suffoque d'indignation. Elle fait un pas vers l'homme pour le faire taire. Mais Sinclair lève déjà son verre de champagne et avant que l'inspectrice ait eu le temps de réagir, il porte la main à sa bouche et bascule dans son fauteuil. Sophie se penche sur la dernière victime de la fête de la bière, une victime aux lèvres bleues. Dans la pièce silencieuse, flotte une légère odeur d'amande, si caractéristique. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Ce qui va suivre est une histoire d'amour. Et pourtant, si on avait dit à Anna Balboa que l'amour allait faire irruption dans sa vie, elle aurait haussé les épaules ou elle aurait ri. Pour cette Parisienne de 35 ans, c'est en effet le dernier de ses soucis. Anna est une femme active, une femme d'affaires. Elle gère une usine de mobilier urbain. Elle en a hérité de ses parents décédés prématurément et de cette petite maison familiale, elle a réussi, grâce à une gestion rigoureuse et des choix commerciaux audacieux, à faire une des entreprises les plus dynamiques de son secteur. Dans ce monde où il est si difficile aux femmes de se faire une place, elle a réussi à s'imposer avec autorité, avec éclat, et elle en est particulièrement fière. Bien sûr, même si elle est célibataire, les hommes ne sont pas absents de sa vie, mais elle veille à ce que ses aventures ne s'éternisent pas. Dès qu'elle éprouve un tant soit peu de lassitude, ou pire, si elle sent un sentiment net, elle rompt. Pourtant, voyez-vous, Anna se trompe. Tous les êtres humains ont besoin d'amour, les hommes comme les femmes. Les anciens disaient qu'il ne faut pas mépriser Vénus, sinon un jour ou l'autre, elle se venge. Alors Vénus va se venger. Et à sa grande surprise, Anna va vivre une histoire d'amour. Le plus souvent, c'est beau, une histoire d'amour. Quelquefois, c'est triste. Mais parfois aussi, c'est terrible. C'est à la rencontre de cette femme étonnante que Fred, mon enquêteur, vous emmène maintenant. En ce matin de juin 1995, la belle Anna s'arrête dans cette station-service pour y faire nettoyer son pare-brise.
Notre enquêteur a retrouvé Anna Balboa. Elle a accepté de témoigner dans la chambre d'hôtel où son histoire s'est tragiquement terminée, il y a 5 ans. Anna, si ça vous ennuie pas, on va repartir au début. La première fois que vous l'avez vu, la première fois que vous avez croisé son regard, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a été le coup de foudre immédiatement. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Je sais pas. Ses yeux, je crois. Puis je sais pas, il était décalé complètement, quoi, dans cette station-service. Bonjour madame. À l'époque, je rencontrais 2 types d'hommes. Ceux qui voulaient de l'argent ou une promotion, et les autres qui étaient tous en compétition avec moi. Hans, lui, il était d'un autre monde. Vous étiez divorcé, sans enfant. Quelque part, on peut dire que vous étiez un peu à la recherche de l'âme sœur du prince charmant. Pas du tout. J'avais pas le temps pour ça. J'avais tout sacrifié à mon entreprise et à cette période-là, j'étais vraiment fatiguée. J'aimerais savoir comment il vous a abordé. Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers lui? Non. Hans a fait aucun geste envers moi. Mais bon, son regard était très clair en même temps, c'est ce qui me plaisait. Ensuite, j'ai trouvé des prétextes pour venir à la station-service. Juste pour le voir. Anna retourne une fois de plus à la station-service. Quand elle arrive, Hans est sur le point de partir. Un simple regard va tout faire basculer. Oui, parti en stop. Ce qui veut dire que vous seriez arrivé 5 minutes plus tard. Il aurait pu être pris par n'importe qui, un routier. Oui. Donc je l'ai fait monter dans ma voiture. On a fait connaissance. C'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Hans Meyer. Qu'il était allemand, que sa mère était française. Et qu'il quittait son boulot parce qu'il allait toucher un gros héritage. Enfin bref, qu'il changeait complètement de vie, ça c'était clair. Pour une femme d'affaires comme vous, ça tombe plutôt bien. Vous dites que vous allez pouvoir l'aider, l'orienter. Ouais, il m'a dit qu'il avait besoin de conseils. Il m'a aussi dit qu'il aimait les femmes de tête. La vie ressemble parfois à du cinéma. Hans invite Anna à trinquer sur le champ à sa nouvelle vie. Anna conduit distraitement et n'a Dieu que pour lui. L'amour rend aveugle et Anna oublie de regarder la route. J'étais tétanisée. Je sais plus bouger. Anna prend conscience que sa vie vient de basculer sur cette petite route. Je voulais appeler la police. Mais Hans préférait appeler les secours et réfléchir au calme.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Cognac, s'il vous plaît. Et là, brutalement, tout est ressorti. Le surmenage, la solitude, la pression du boulot. J'ai jamais le droit à la moindre erreur. Vous comprenez? J'entends bien, mais c'était un accident, et même si vous étiez responsable, pourquoi cette certitude d'aller en prison? Et parce que j'avais été condamnée 5 ans plus tôt. À cause d'un excès de vitesse. C'était un accident grave. Et j'avais pris 1 an avec sursis. Là, j'étais sûre de plonger. Hans a appelé les secours. Il tente de rassurer Anna. Inutile de ruiner sa vie pour un jeune idiot qui pédalait sans regarder. De toute façon, le mal est fait. Et puis, la police ne fera sans doute jamais de lien entre elle et l'accident. Donc, il est urgent d'attendre et de faire comme si rien ne s'était passé. Cette première nuit, vous l'avez passée ensemble? J'avais imaginé ça autrement. Quand je me suis réveillée, j'avais un mal de crâne épouvantable. Et puis, je l'ai vu sortir de la salle de bain. Et j'ai tout de suite repensé à l'accident. Anna est inquiète, elle se sent coupable. Mais Hans s'occupe de tout. Petit à petit, il commence à prendre de l'ascendant sur elle. Hans a caché ma voiture chez un de ses amis. Il m'a conseillé de pas appeler mes proches tant que je serais dans cet état-là. Il m'a dit de me détendre, de tout oublier. Alors on a décidé de rester quelques jours à l'hôtel, comme si on passait un week-end en amoureux. Amoureux? Vous n'aviez pas de scrupules? Bien sûr que si. Mais j'avais surtout des scrupules vis-à-vis de Hans. Alors qu'il y était pour rien. Anna se terre dans la chambre d'hôtel en proie au doute. A-t-elle fait le bon choix? Il est encore temps de tout arrêter. Mais bientôt, Hans revient avec de terribles nouvelles. Le cycliste s'appelait François Clerc. Il avait 20 ans. Et il est mort. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Le cycliste était mort et moi, je devenais une meurtrière. Je venais de tuer un garçon de 20 ans. Les histoires incroyables. Mais pour Anna, l'horreur ne s'arrête pas là. En effet, Hans a lu dans le journal local que des traces de peinture gris métallisée ont été retrouvées sur le guidon. On a même donné le signalement de la voiture. Anna est recherchée par la police. Hans a téléphoné à un ami avocat. D'après lui, je risquais jusqu'à 15 ans de prison. Il vous a donc proposé de fuir? Non. Il m'a réconforté du mieux qu'il a pu. Il m'a dit que de toute façon, le cycliste était mort et qu'il n'y avait rien à faire. Il m'a proposé de m'aider à fuir la police. Et pour ça, il vous fallait de l'argent? Ouais, énormément. Mais il voulait pas que je me serve de ma carte bleue, alors il s'est débarrassé de ma voiture et on a acheté une voiture d'occasion pour s'enfuir, ensemble. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Hans a pris les choses en main. Il a dit qu'il fallait qu'on se mette au vert et le temps de trouver un moyen de quitter la France. Qu'est-ce que vous ressentiez pour Hans à ce moment-là? Je me sentais redevable.
à tout point de vue. D'un côté, j'étais rassurée d'être avec lui, mais de l'autre, j'étais complètement coupable de lui faire vivre tout ça. La cavale commence pour les deux amoureux. Hans est décidé à sauver Anna. Ils vont se réfugier chez une de ses amies. Pourquoi vous cachez chez votre amie? Parce qu'Isabelle était au Brésil, c'est une amie en qui j'ai confiance, je savais qu'elle me poserait pas de questions. Elle m'a fait donner les clés par son jardinier. Pourquoi pas aller plus loin? Au Brésil, aux Baléares. Parce qu'il nous fallait des faux papiers, sinon on pouvait pas circuler librement dans les aéroports. Anna est angoissée, mais Hans lui fait reprendre confiance. Il ne la laissera pas tomber. Mais seulement voilà, pour fuir, il faut de l'argent. Anna n'hésite pas une seconde. Elle lui fait aussitôt transférer le contenu de ses comptes personnels, à savoir 15 000 €. Hans promet de la rembourser avec son héritage, bien sûr. Anna s'en moque. « 15 000 €, vous lui avez donné tout votre argent. » Hans a été très clair. Il pouvait tout arranger pour nous deux, mais ça coûterait très cher. Je pouvais aussi décider de partir sans lui. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait pas me quitter. Et ça vous a rassuré qu'il vous accompagne? Oui. C'est à ce moment-là, moi, que je suis tombée amoureuse de lui. On a eu une grosse discussion parce que j'avais peur de compromettre son avenir, que ça l'empêche de toucher son argent. Et il m'a assuré que non, bien sûr. Il m'a dit que bientôt on serait à l'abri avec son héritage. Anna est enfin amoureuse. Elle se sent bien auprès de cet homme rassurant qui semble prendre tous les risques pour elle. Bientôt, on pourrait refaire notre vie au bout du monde. C'était au fond de moi ce que je désirais le plus. Tout plaquer, tout oublier, vivre avec lui. Et votre société? Ça, je pouvais déléguer, gérer à distance. J'ai appelé mon directeur général pour prendre quelques jours de vacances. Et c'est aussi simple que ça? Absolument. Oui, je viens. Je lui ai dit que j'avais l'intention Bien. de créer une filiale en Allemagne et pour ça, j'avais besoin d'argent pour embaucher Bien. 3 personnes. Comme d'habitude, entendu. Au revoir, madame. Vous a pas posé de questions? Bien sûr que si. Mais c'était moi la patronne. Nous sommes allés rencontrer Paul Mercier, le directeur de l'usine d'Anna Balboa. Entrez, je vous en prie. Monsieur Mercier, aujourd'hui vous êtes le PDG d'Omniplastique, vous avez repris la place d'Anna Balboa. J'aimerais que nous repartions en arrière quand vous étiez directeur général. Rétablissons les faits d'abord. Madame m'appelle pour me dire qu'elle part en vacances. Comme ça, subitement. À moi de me débrouiller pour gérer la boîte. Comme d'habitude.
Ce n'est qu'après qu'elle me rappelle pour me demander de débloquer des fonds pour créer une filiale en Allemagne. Vous trouvez ça bizarre? Oui, tout à fait. Les Allemands sont nos concurrents directs les plus importants. Alors à cette époque, créer une filiale en Allemagne, c'est carrément suicidaire. Ça, vous lui dites au téléphone? Bien évidemment. Mais elle rejette toutes mes objections. Et? Mais elle est très claire. Elle me dit que si ça ne me plaît pas, je suis viré, séance tenante. Oui, allô Paul, oui c'est Anna. Oui, j'aurais besoin de 100 000 s'il vous plaît, ouais. Oui, aujourd'hui. Oui. 200 000, oui, non j'ai dit 100 000, oui voilà. Aujourd'hui, donc sur mon compte. Très bien. Au revoir, je vous rappellerai. En quelques jours, Anna ponctionne son entreprise d'une énorme somme d'argent. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'on avait des relations là-bas. Et parce que c'est près de la France. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'époque, vous pensiez pouvoir sortir de la clandestinité rapidement. Oui, l'avocat l'ami de Hans disait que l'affaire serait classée au bout d'un certain temps. Et que ce serait plus qu'un mauvais souvenir. Voilà. Cela fait plusieurs semaines que l'accident avec le cycliste a eu lieu, et une fois de plus, il faut fuir. Hans prépare leur avenir, mais il lui faut beaucoup d'argent. Anna obtempère, rongée par la culpabilité. Ensuite, vous avez sillonné l'Europe, d'hôtel en hôtel, pendant 6 mois. Dans des palaces le plus souvent. Lugano, Bruges, Milan. Mais je pouvais pas en profiter. On se disait de faire comme si de rien n'était. Enfin, c'était impossible, je dormais plus. Cette cavale de luxe vous a coûté beaucoup d'argent. Énormément. Toujours plus. Et pour ça, vous avez ponctionné de l'argent sur les comptes de votre entreprise. Enfin, ça pouvait pas durer éternellement, parce que mon entreprise n'allait pas si bien que ça. Vous n'aviez aucun doute sur les intentions de Hans? Je voulais pas voir la réalité en face. Anna, vous êtes une femme intelligente. Vous aviez conscience de ce qui vous arrivait. Oui, Anna est une femme intelligente. Mais depuis ces longs mois de cavale avec Hans, elle a perdu tous ses repères. Pour une seconde d'inattention, sa vie a basculé dans la marginalité. À cette époque, il m'incombe totalement de gérer l'entreprise, comme maintenant d'ailleurs. Et là, je n'ai plus rien pour payer les salaires. Alors, j'en parle à la patronne, qui me répond qu'elle n'a pas grand-chose à faire, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous voulez dire que vous pensez qu'Anna Balboa est en train de prélever des fonds intentionnellement. Elle sait que son entreprise est en train de décliner. Elle veut en profiter. Fichu pour fichu. Elle pique dans la caisse. Nous avons retrouvé Isabelle, la seule amie d'Anna Balboa, celle qui lui avait prêté sa maison. Bonjour Isabelle. Venez, on sera mis dans le jardin. Très bien. J'aimerais que nous revenions sur la conversation téléphonique que nous avons eue. Lorsque vous êtes revenu du Brésil... Alors là, je dois vous dire que j'étais un petit peu déçue. Quand le jardinier m'a appris qu'Anna était partie en laissant la maison dans un état déplorable. Vous saviez qu'elle était accompagnée? Non, je l'ignorais. Est-ce que vous pouviez imaginer Anna partir avec un inconnu? Non, je connaissais Anna par cœur. Elle ne vivait que pour son travail. Alors, tout laisser tomber pour un mec... C'était impossible, inimaginable. Il n'y avait pas de place pour les hommes dans sa vie. L'incrédulité d'Isabelle alimente la thèse du directeur général. Anna vole son entreprise. Interpol lance un mandat d'amener international sur la personne d'Anna Balboa.
À partir de quelle date intervenez-vous? Eh bien, nous avons lancé un avis de recherche international à partir du mois de janvier 1996. Un mois après avoir été alerté par le directeur général d'Omniplastique de mouvements de fonds plutôt suspects sur les comptes de la société. Anna Balboa n'a jamais été recherchée avant cette date? Absolument pas. D'ailleurs, à cette date-là, c'est une affaire strictement financière. Alors, il y a eu un premier prélèvement de 15 000 euros en juin, puis un deuxième de 50 000 euros en août, puis un troisième de 135 000 euros en septembre, et à partir de là, les sommes sont de plus en plus importantes. Oui, et il y a eu 3 autres retraits entre janvier et mars 1996, pour aboutir à un total de 680 000 euros. Donc, vous êtes persuadé qu'Anna Balboa est un escroc, qu'elle est en train de prélever de l'argent sur son entreprise, et qu'elle agit de son propre chef. Exactement. Rongée par le remords, Anna dépérit peu à peu. Sa relation avec Hans se dégrade, mais elle est plus que jamais sous son influence. Arrête, Arrête. Hans, lui, vient de s'offrir un jouet dangereux. Allô? Après ce coup de téléphone, Hans est furieux. Son héritage est retardé de plusieurs semaines. Il a besoin d'argent pour organiser leur fuite. Cette fois, il exige 300 000 euros en une seule fois. On peut rien faire! On n'a pas la thune là, d'accord? Tu comprends qu'il nous faut de l'argent là? Tu comprends qu'on peut rien faire? Mais cette fois-ci, Anna n'est pas d'accord. 300 000 euros de plus, c'est la mort de son entreprise. Ok? On peut rien faire. J'en ai plus, tu comprends, j'en ai Non, plus. merde! Faut en trouver, d'accord? Tu me trouves si jamais. Arrête, j'en ai plus. Si jamais ce putain d'argent tu trouves pas, tu me revois plus. T'as bien compris? Tu me revois plus. Je pouvais pas supporter l'idée qu'il m'abandonne. Tu m'écoutes bien. Tout à coup, à la faveur d'une sirène de police, Hans fait croire à Anna que la police est là, qu'elle vient pour l'arrêter. Il faut fuir tout de suite. Viens maintenant. C'est la panique. Hans prend les choses en main. Une fois de plus, Anna le suit. Vous êtes échappé in extremis. Et dire que j'avais douté de lui alors qu'il prenait des risques pour moi. En même temps, il était bizarre. Je le sentais différent. Il était de plus en plus distant. Comble de l'absurde. Alors que la police les traque pour la protéger, Anna est convaincue d'échapper au pire grâce à son amant. Anna Balboa vous échappe, elle vous glisse entre les doigts, mais vous faites une découverte qui change tout. Un peu par ici. Elle est effectivement accompagnée d'un individu bien connu des services de police. Hans Meyer. De son vrai nom, Karl Ackermann. Il a laissé ses empreintes digitales un peu partout dans la chambre, ainsi que son portrait sur les bandes de vidéosurveillance. Et ça change complètement votre vision d'Anna Balboa. Vous pouvez plus la considérer comme une escroc, mais bien comme une femme en danger. Oui, et son comportement devenait enfin compréhensible. Hans Meyer est un arnaqueur de haut vol, spécialisé dans les femmes riches et... célibataire. Voilà. Lui, il est jeune, séduisant, prêt à tout. C'est un être pervers qui manipule ses victimes jusqu'à ce qu'elles soient complètement ruinées. C'est à ce moment-là que vous décidez de mettre en place une opération de grande envergure. Oui, on a décidé de mettre les proches d'Anna Balboa sur écoute. Anna est à bout de force. Cela fait plus d'1 an qu'ils sont à cavale. Elle est désormais sous l'emprise totale de Hans.
Vous aviez peur de lui? Non. J'avais surtout peur qu'il me quitte. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans notre hôtel. Madame Lavoisier. Oui. Est-ce que nous pourrions parler de l'affaire Balboa? L'affaire. Ah. Passez à côté, nous serons plus tranquilles. La nuit du 27 au 28 février, c'est vous qui avez accueilli le fameux couple. Ah oui. Je ne suis pas prête d'oublier cette nuit-là. Bonsoir, monsieur là. Je peux avoir des pièces d'identité, s'il vous plaît. Ils étaient complètement dépareillés. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était maigre, négligée, cheveux en bataille. Elle tenait à peine sur ses jambes. Lui, par contre, présentait assez bien. Mais elle... Vous les avez donc bien remarqués? Ah oui. En plus, j'ai eu un doute sur les papiers de la femme. Parce qu'elle avait l'air d'avoir 15 ans de plus que sur la photo. Et ça, vous avez bien faire la déclaration à la police? Ah non, non, j'ai pas du tout fait de déclaration à la police. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Épuisée, Anna se laisse porter jusqu'à la chambre. Combien de temps Hans la soutiendra-t-il encore? Vous avez senti ce qui allait se passer? Je cherchais à gagner du temps, mais Hans était de plus en plus pressant. J'ai fini par lui avouer que j'avais plus accès aux ventes de mon entreprise. Et comment a-t-il réagi? Aucune réaction. Je crois qu'il s'y attendait. À mon réveil, il était parti. Et c'est à ce moment-là que vous décidez d'en finir? Hans l'a quittée en la laissant sans ressources et sans force. Dans un dernier réflexe de survie, elle appelle sa meilleure amie. Vous aviez conscience de ce qui était en train de se passer? Ah oui, tout faire pour la retenir le plus longtemps au téléphone. Je lui ai dit aussi que son amant était un escroc recherché par Interpol. Et aussi qu'elle était mon amie, que je pouvais l'aider. Cette conversation permet à la police de localiser Anna. Mais arriveront-ils à temps pour l'empêcher de commettre l'irréparable?
Pour vous, c'est la fin de 10 ans de traque. 10 ans de travail. J'ai cherché partout, entre 86 et 95, sur une demi-douzaine d'escroqueries, toutes sur le modèle Alain Balboa. Finalement, on peut dire que Hans Mayer a été victime de sa dernière victime. Donc vous interrogez enfin Anna Balboa, et là, elle vous parle du fameux cycliste. Qu'elle aurait tué accidentellement. Alors on a fait des recherches. Et on s'est aperçu qu'aucun cycliste n'avait été tué ou accidenté. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez compris que vous aviez été dupé depuis le début? J'ai pas compris. Je comprends toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Bonjour. Merci d'être venu. C'est pour moi vous rappeler quelque chose. C'est bien vous qui, le 28 juin 1995, avez été heurté ici, à ce carrefour, par une voiture. Ah bah ouais. Le choc avait plié mon vélo en deux. Je suis même resté quelques secondes là, dans les pommes. Mais bon, au final, j'avais que quelques égratignures et un peu de casse. J'étais au sol et tout d'un coup, ce type est apparu au-dessus de moi. Il m'a demandé si tout allait bien, et là, il m'a sorti une liasse de billets. Une bague à la copine, d'accord. Il m'a dit que c'était pour les frais du vélo, pour payer la réparation. Et là, il me demande, voilà, en même temps, si vous pourriez faire le mort, c'est pour faire une blague au conducteur qu'il y a dans la voiture. Et j'ai fait le mort. Et vous ne vous êtes pas posé de questions? Bah, j'avais le fric pour réparer le vélo, et même bien plus. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On peut peut-être le dire comme ça, en effet. Au revoir, monsieur. Merci d'être venu. C'est seulement maintenant qu'Anna comprend l'effroyable manipulation dont elle a été victime.
Anna Balboa a été condamnée à 7 ans de prison pour homicide et complicité de détournement de fonds. Et grâce à un jeu de remise de peine, elle est sortie au bout de 3 ans. Mais cette relative indulgence ne changeait pas grand-chose. Sa vie était brisée. Elle s'était crue différente des autres. Elle avait cru pouvoir mépriser l'amour et ses lois. Et elle l'avait payé au prix fort. Vénus s'était vengée. Cruellement vengée. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Pour avoir bénéficié au cours de mon existence de quelques rencontres déterminantes, je m'interroge parfois sur la part qu'occupe dans la vie de chacun le hasard et le destin. Existe-t-il une force extérieure qui infléchit nos décisions? Dans quelle mesure contrôlons-nous nos choix? Notre vie est-elle tracée ou avons-nous la liberté d'intervenir? Autant de questions un peu philosophiques que met en lumière l'histoire que je vous propose de suivre maintenant. Mon histoire commence devant la gare de Marseille. Isabelle Maurier, journaliste spécialisée et passionnée de musique, est venue interviewer un célèbre pianiste hongrois qui donne une série de récitals dans la région. Quand je suis arrivée à Marseille, la première chose que je devais faire, c'était aller voir Cécile. C'est une ancienne copine de lycée qui m'avait proposé de m'héberger pendant les 2 jours que je vais y passer. C'est ici qu'intervient Philippe Glaise. Il stationne dans son taxi devant la gare Saint-Charles. Et aussi incongru que cela puisse paraître, il donne l'impression d'attendre la venue de la jeune femme. Ayant un sac pour tout bagage, Isabelle grimpe sur la banquette arrière et la voiture démarre. Je ne voyais que sa nuque et ses yeux dans le rétroviseur. Et ses yeux, dans le petit rectangle du rétroviseur, m'ont fait un choc, un truc mais incroyable, inexplicable. Elle m'en a parlé toute la soirée. Elle disait qu'il y avait quelque chose dans ce regard de familier, qu'elle était troublée, qu'elle sentait comme des souvenirs qui remontent de très loin, depuis longtemps. Non, effectivement, elle était assez secouée. Je me penchais discrètement, à droite, à gauche, pour essayer de voir un peu mieux son visage dans le rectangle du rétroviseur. Et ce visage me disait quelque chose, mais je savais pas quoi. Tout en m'étant totalement inconnu, c'est ça la bizarrerie. J'étais persuadée de n'avoir jamais vu cet homme de ma vie. Non mais vous entendez quelqu'un vous dire un truc pareil, franchement. Vous pensez tout de suite à un coup de foudre, non? Non, ça n'a rien à voir. Sur ce plan-là, je me connais et je peux m'intéresser qu'aux garçons de mon âge. Lui, il avait dépassé la 50aine. Non, c'était autre chose. Moi, je crois en la réincarnation. J'y crois dur comme fer. Alors forcément, c'est vite devenu ma deuxième hypothèse. Isabelle avait connu ce type dans une vie antérieure. Moi, je crois pas du tout à ces choses-là. Pour moi, on n'a qu'une vie. Mais c'est vrai que ce que m'a dit Cécile m'a intriguée. Et toute la nuit, j'y ai pas mal pensé. Et puis je continuais à voir ses yeux dans le rétroviseur. À l'époque, je travaillais à Marseille. Alors je lui ai demandé, comme ça, pour parler, si elle venait de Paris. Je lui ai dit que oui, et je lui ai expliqué pourquoi je venais à Marseille. Et il a dit... La musique, et c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Alors il m'a fait parler musique. Visiblement, ça l'intéressait. Là, je suis revenue à ma première hypothèse.
J'ai pensé, il y a de la séduction dans l'air, ce mec cherche à l'accrocher. Parce que la musique, c'est extrêmement efficace avec Isabelle. Et ça, Taxi Driver, il a très vite pigé. Tu m'as parlé de Bach, de Mozart, sûrement ses préférés. Et alors moi, c'est pas trop mon truc. Mais elle en parlait drôlement bien. Sacrée passion, je pense. Alors je lui ai demandé si elle aimait d'autres genres de musique. Elle m'a dit qu'elle aimait plein de choses différentes. Plein. Elle m'a parlé de la musique cubaine. Elle en connaissait un rayon sur la musique cubaine. Et puis, elle m'a parlé du blues. Elle venait de découvrir, c'était tout frais. Et alors là, on pouvait pas tomber mieux. Elle me parle de Jimi Hendrix. Et elle m'a dit quelque chose, il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup plu. À propos de la guitare de Jimi Hendrix et de la mélancolie, une chose, c'était sa guitare me fait pleurer autant que du Mozart. C'est beau ça, non? Et puis, on est arrivé. Et il m'a donné sa carte de visite, sur laquelle il y avait sa photo. Et il m'a dit, n'hésitez pas à me rappeler si un jour vous avez besoin d'un taxi à Marseille. Là, je trouvais ça un peu gros, mais bon. Le lendemain, j'ai fait mon interview, et franchement, j'ai pas été brillante. Pourtant, c'est un pianiste que j'admire énormément, c'est un type... J'étais très heureuse de le rencontrer pour la première fois, ça aurait dû être une de mes meilleures interviews. Ah non. J'avais complètement l'esprit ailleurs. Coucou maman. Bonjour ma chérie. Ça va bien et toi? Ouais. J'étais en train de leur raconter. Tu me donnes ta veste? Tiens, va tester. J'ai rencontré tes nouveaux voisins en montant. C'est vrai? Un peu déçue de sa piètre prestation, Isabelle rentre à Paris. Elle rédige son article dans le train et retrouve sa mère quelques heures plus tard. Les deux femmes avaient prévu de dîner ensemble depuis longtemps. Justement, j'en étais à notre dîner. Alors on a dîné tranquillement. On parle de Marseille, de mon interview. Maman, tu parles de ton travail. Maman est traductrice. Et puis j'avais posé la carte du chauffeur de taxi sur la table, là. Et à un moment, elle voit la carte. Elle s'en approche. Elle la regarde de près. Et d'un seul coup, je la vois s'évanouir, par terre. Alors je me précipite, je la ranime, je la mets sur le canapé, et puis elle revient petit à petit à elle. Mais moi, j'étais terrifiée, elle était livide. J'étais... Enfin bon... Madame Morier est hospitalisée durant quelques jours. Heureusement, son état de santé n'est pas préoccupant. Toutefois, le cardiologue préconise du repos et recommande à sa patiente d'éviter les émotions fortes. Isabelle lui rend visite dès qu'elle le peut. Bon, ça allait mieux. Mais de mon côté, j'étais très intriguée par la cause de cet évanouissement. Pour moi, c'était net. Il y avait un lien de cause à effet entre la carte du chauffeur de taxi et la syncope de maman. Mais je n'osais pas poser de questions. Et toi, t'arrivais pas à en parler non plus. Non, c'est vrai, moi non plus, j'arrivais pas à en parler. Je me donnais quelques jours. Et puis, t'en parler à ce moment-là, ça voulait dire tout te dire. Te dire quelque chose que ton père et moi t'avions caché pendant 34 ans. Alors c'était vraiment très difficile. Et puis d'un autre côté, j'aurais bien que tu te posais plein de questions et ça me torturait. Mais j'étais vraiment décidée à t'en parler quand tu as décidé de retourner à Marseille. Je vais préparer l'apéritif. Les histoires incroyables. Effectivement, Isabelle décide subitement de retourner à Marseille. Elle prend le TGV et arrive dans la matinée. Sur le parvis de la gare, elle appelle sur son portable le chauffeur de taxi qui l'avait transporté la première fois. Et il me dit qu'il est là, devant la gare, et qu'il m'attend. Oui, j'étais là.
quelque sorte, je l'attendais. Et j'étais sûr qu'elle reviendrait. Je la vois arriver avec son sac et ses lunettes, la petite parisienne. Elle avait l'air soucieuse. Alors je lui ai demandé, je vous amène au même endroit que la dernière fois? Je lui ai dit, non, j'ai envie de visiter Marseille. Est-ce que vous voulez bien être mon guide pendant 1 heure ou 2? Il a coupé le compteur et il a démarré. Je savais pas quoi dire. Il y a eu un long silence très embarrassant. C'était terrible pour moi. J'avais dans la tête une hypothèse complètement folle et très floue. Je savais que cet homme et ma mère s'étaient connus, et que quelque chose de très fort au sujet de cet homme avait bouleversé ma mère au point qu'elle s'évanouisse. Mais quoi? Et peut-être que ça me concernait? Il fallait que je lui pose des questions, mais quelles questions? Comment aborder le sujet? Et quel sujet d'ailleurs? J'ai jamais eu une interview aussi difficile à faire. Et finalement, c'est lui qui a enclenché la conversation. Et ça s'est fait tout seul, très vite. Comme par miracle. Tiens, maman. Merci. Oui, je voyais bien que quelque chose tournait pas rond. Alors je lui ai dit comme ça, parlez-moi de Jimi Hendrix. Je lui ai dit que mon intérêt pour Jimi Hendrix me venait probablement de ma mère. Elle a assisté à un concert à Woodstock en 1969. Tu m'en avais parlé 2 ou 3 fois quand j'étais gamine, et plus tard, j'ai vu le film et le concert surtout. Surtout quand Jimi Hendrix joue l'hymne américain avec sa guitare imite le bruit des bombes au Vietnam. Un grand moment. Et t'as assisté à ça aux premières loges, dans les coulisses, carrément. C'était magnifique, indescriptible. Une chance inouïe. Vous imaginez, j'avais 19 ans. Et là, il me dit que lui aussi, il y était. Enfin, salon. J'étais électro à l'époque, j'avais 20 ans. Et j'ai travaillé sur plusieurs concerts de Woodstock. Sly and the Family Stone, Joe Cocker, 10 Years After, et puis Jimi Hendrix. Pas n'importe quoi. Hein. Et puis je la vois, elle, avec une bande de copains. Et puis à l'époque, vous savez comment c'était. Hein, on sympathisait très facilement, il suffisait de rien. C'était peace and love, on était en pleine utopie. Alors je lui demande si elle veut assister au concert dans les coulisses. Elle n'en revenait pas. Bah oui, ils étaient bien placés. Elle était en larmes. Elle m'a dit, ce type est mon père. Moi, je lui dis, mais quel type? Elle me dit, le chauffeur de taxi, il a connu ma mère à Woodstock. Moi, je connaissais son père, Monsieur Laurier. Je le rencontrais souvent quand j'étais gamine. Je comprenais pas. J'étais pétrifiée. Et en même temps, tout s'expliquait. Je lui ai demandé de me ramener à la gare et lui aussi, il avait l'air complètement bouleversé. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a dit qu'il m'appellerait et il l'a fait le soir même, dès que je suis rentrée chez moi. Après le festival, on s'est perdu de vue. C'était un grand voyageur devant l'éternel. User la route, comme on disait à l'époque. J'étais enceinte. J'ai rencontré Pierre Mourier, on s'est beaucoup plu. Il a décidé d'être ton père. Je savais que ce serait un excellent père pour toi. Ça a été un père génial. Il t'a reconnu dès ta naissance. Je sais que j'aurais dû te dire ça il y a très longtemps, mais j'ai pas pu le faire. J'ai failli le faire quand il est mort il y a 2 ans, mais j'ai pas su. Je m'en excuse. Tu sais qu'on nous voit dans le film? Comment? Philippe et moi, dans Woodstock, on nous voit. Bien sûr, faut pas éternuer, sinon on nous rate. Attends, tu me dis ça maintenant? Oui, c'était juste après le fameux concert. C'est dans une scène de foule, mais bien sûr, il y en a plein des scènes de foule, tu vas me dire. Mais on nous voit bien. Oui, je l'ai vu, ce film. Des dizaines de fois, je l'ai vu. Et la séquence, je l'ai repérée tout de suite. Tout de suite. Bah attends, il faudra que j'envoie ça.
On regardera ensemble? Oui. Pardon? Philippe Glaise vit aujourd'hui avec sa femme et ses 2 enfants dans la région parisienne. Informée depuis longtemps de l'éphémère aventure de jeunesse de son mari, Madame Glaise accepte d'abord avec réticence, puis avec bonheur, l'existence d'Isabelle. Ainsi, la jeune femme séjourne-t-elle de temps à autre dans sa nouvelle famille. À la fin du tournage, juste avant de nous séparer, Philippe a tenu à nous confier un ultime secret. Vous savez, quand je l'ai vue la première fois, j'ai tout de suite su qui elle était. Quand elle s'est assise derrière, et je l'ai vue dans le rétro, la ressemblance avec sa mère à cette époque, c'était trop frappant. Puis les yeux. Et je me retrouvais dans les yeux, quelque chose, c'était... Et puis de toute façon, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, mais il y a... J'ai su. Aujourd'hui, les fils de cette histoire sont solidement reliés. Il suffit parfois de peu de choses pour faire basculer le destin du bon côté. Un coup de pouce de la chance, une intervention du hasard, un taxi garé au bon moment, au bon endroit, et un échange de regards dans un rétroviseur. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. À côté de l'histoire avec un grand H, les faits divers racontent les petites histoires du quotidien. Tragiques ou comiques, absurdes ou fantastiques, elles jalonnent nos vies et ne cessent de nous surprendre. Ainsi, lorsqu'un ami m'a rapporté il y a quelques années l'histoire que vous allez voir maintenant, j'ai d'abord cru qu'il se payait ma tête. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais une partie, s'il vous plaît. Très bien. Avec location de chaussures. Merci. 4 euros, s'il vous plaît, monsieur. C'est l'histoire de Patrick Leclerc. C'est un grand gaillard à l'allure sportive. Il a 25 ans et il vient de décrocher son premier emploi de prof de sport dans un collège de Liège, en Belgique. Alors, pour fêter son succès, il sort à Paris, accompagné d'un groupe d'amis. Et après une journée passée dans les musées, les jeunes gens veulent se distraire. Ils se rendent à Pigalle et ils hésitent sur le choix d'un établissement. Voilà le ticket. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Oui, je me souviens, il faisait très froid. Ouais, il commençait à pleuvoir même. Et ça faisait 2 heures qu'on tournait en rond pour essayer de trouver un bar et on n'arrivait pas à se décider. C'est toujours comme ça quand on est plusieurs, vous savez. Enfin, bref, il y avait Yvan qui, lui, arrêtait pas de nous dire « Ah, je vais aller danser la salsa » et Daniel qui voulait à tout prix nous offrir un coup à l'hôtel. Moi, ça me disait rien. Puis je me disais « Mais attendez, maintenant on est là, autant en profiter ». Ah oui, on m'avait tellement parlé de Pigalle. C'est connu dans le monde entier. Oui. Mais en plus, ça m'aurait franchement embêté de rentrer en Belgique sans avoir au moins testé une de ces boîtes. Alors, j'ai tellement insisté qu'on a fini par rentrer au Sexy Palace. Je les revois comme si c'était hier. 5 grands gars qui arrivent. Moi, je me souviens surtout du grand Viking. On l'avait surnommé comme ça avec les copines parce que c'était un grand gars d'1m90. J'étais accoudée au comptoir et j'attendais les clients. Et il faut savoir qu'à l'époque, on vendait la bouteille de champagne environ 3000 francs et on était payé au bouchon. Donc l'époque, c'était une époque de crise au niveau du business. Le patron n'arrêtait pas de nous courir après en nous disant qu'il fallait faire vraiment du business, que c'était la crise. Quand on a vu ces 5 grands gars arriver un jour de semaine, on s'est dit avec les copines, oh là là, ceux-là, on va se les chouchouter, on va se les bichonner aux petits oignons. C'était extraordinaire. Merci, monsieur. Et quand on est entré dans la boîte, il n'y avait pas grand monde. Hein. À part une fille qui dansait sur le petit podium à moitié nue. D'ailleurs, je me suis demandé comment elle faisait pour tenir comme ça sur ses hauts talons. Et il y avait 3 filles aussi autour du bar.
plutôt mignonne, qui nous souriait. J'étais sûr qu'elle travaillait là. Alors mes copains ont commandé de l'alcool, et moi, comme je suis sportif, j'en bois jamais, j'ai pris un jus d'orange. Et j'ai profité du spectacle. Ouais. J'ai bien senti que l'ambiance, le lieu plaisait pas à mes amis. Au bout d'une heure, ils ont voulu partir. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils annonçaient 10 minutes plus tard le duo érotique. Alors, là, ils sont rentrés à l'hôtel. Moi, je suis resté. Resté seul, Patrick compte bien profiter de toutes les ressources qu'offre le Sexy Palace. Si elles ne sont pas les plus belles de Paris, les filles sont aguichantes et le spectacle dose érotisme et humour. Alors attiré sans doute par le portefeuille bien garni du jeune homme, 2 entraîneuses prennent bientôt place à ses côtés et, en professionnel averti, minaudent pour obtenir un verre. Patrick les repousse avec une certaine brusquerie. Et vers 2h30 du matin, une fois le show terminé, il s'en va, enchanté de sa soirée. Ah non, il n'a pas laissé de pourboire du tout, c'était le type même du mauvais client. Non, il faut savoir qu'en plus, quand on faisait pas du chiffre d'affaires, on se faisait engueuler par le patron. Et le patron n'était pas quelqu'un facile, non. En fait, quand une fille n'était pas assez rentable, elle se faisait virer en moins de 2. Et alors, pour retrouver du boulot à Pigalle... En sortant du bar, la température est encore tombée. Alors, je me souviens, j'étais bien content d'avoir pris mon blouson chaud pour sortir. Mais j'étais très étonné parce que il n'y avait pas grand monde dans la rue, alors que pour moi, c'était un quartier qui grouillait jusqu'au petit matin. Hein. Alors bon, bref, j'ai fait quelques pas, je me vois encore en train de refermer la fermeture éclair de mon blouson. Et là, c'est le trou noir. Ce matin-là, je me suis réveillée, comme d'habitude, vers 6 heures. Vous savez, depuis que je suis veuve, je ne dors plus beaucoup. J'ai tout de suite entendu un bruit bizarre. C'est vrai que quand on habite un coin agité comme ici, on n'est pas à l'abri des nuisances sonores. Mais là, ça m'a semblé comme un grognement. Ça m'a inquiété. Je suis allée me faire réchauffer du café. Je le prépare toujours la veille. Et quand le bruit est devenu plus insistant, mon chien s'est mis à aboyer. Pourtant, Princesse est d'une nature plutôt calme. En tendant l'oreille, il m'a semblé qu'il s'agissait d'une voix. C'était une drôle de sensation. Hein. J'ai tout de suite cru que j'étais mort. Il y avait... c'était noir, il faisait nuit, pas un brin de lumière, j'étais oppressé, le corps complètement coincé, j'arrivais plus à respirer. Et puis il y avait une odeur un peu acide, c'était horrible. Alors au bout d'un moment, j'ai rassemblé mon courage et j'ai essayé de hurler, d'appeler au secours. Et alors là, j'étais soulagé d'entendre le son de ma voix. Et j'ai recommencé plusieurs reprises, mais c'était très très difficile. Hein. Ça me fatiguait énormément. Hein. Le premier appel de Madame Cali a lieu à 7h20. C'est un collègue de la nuit qui a pris l'appel. Donc on se trouve avec une dame qui entend des bruits dans le mur chez elle. Ce genre d'appel, ça nous arrive à peu près 2-3 fois par jour. Donc on a envoyé 2 agents en uniforme pour la rassurer plutôt que pour autre chose. Quand ils sont arrivés, comme un fait exprès, on n'entendait plus rien. Je leur ai dit, même Princesse a aboyé. Ils ont fait le tour de l'appartement, puis ils sont partis en faisant la morale, comme quoi il fallait pas les déranger, pour rien qu'ils avaient du travail ailleurs. Enfin, j'ai bien compris qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Les histoires incroyables. Les certitudes de Janine Galli faiblissent. Est-elle certaine d'avoir entendu du bruit?
Elle n'est plus toute jeune. Mais ça ne serait pas la première fois que son imagination lui jouerait des tours. Pour se changer les idées, elle décide de faire son marché, puis d'aller déjeuner chez une amie. Au même moment, les camarades de Patrick Leclerc commencent à s'inquiéter. Leur copain aurait dû rentrer au milieu de la nuit ou plus tard au matin. Or, il est 13h, et Patrick n'a toujours pas donné signe de vie. Cela ne me ressemble guère. D'autant que la petite bande a prévu de visiter le château de Versailles. Alors à 14h, Karl décide de se rendre au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition. C'est un ami de la victime qui nous a signalé la disparition de Patrick Leclerc. Ça s'est passé à 1h du matin dans une boîte à Pigalle. Plusieurs touristes ont été attaqués dans le quartier, donc on a pris tout de suite sa déposition au sérieux. Et on a commencé l'enquête auprès du personnel du Sexy Palace. Ouais, un flic m'a appelé à 15h, j'étais encore au lit. Alors faut dire qu'à l'époque j'émergeais pas avant 16h, 17h. Et je lui ai parlé du Viking. Je lui ai dit qu'un radin pareil, ça s'oubliait pas, vraiment. Et à ce moment-là, je lui ai dit qu'il était parti à 3h du matin. Il m'a demandé s'il était ivre. Je lui ai dit qu'avec un verre de jus d'orange, ça risquait vraiment pas. Je suis rentrée chez moi vers 16h. J'avoue, j'avais complètement oublié cette histoire de voix. Il faisait froid, j'ai allumé le poêle et je me suis installée avec Princesse devant la télé. C'était l'heure de mon feuilleton préféré. Et là, au bout de 5 minutes, ça a recommencé. Et là, j'ai clairement entendu une voix qui appelait au secours. J'ai attendu un bon moment pour être bien sûre de moi avant de rappeler la police. J'avais perdu toute notion de temps et d'espace. La seule chose qui me soutenait, c'était que je pensais à ma famille, surtout à ma sœur, ma petite sœur qui... Je suis très proche. Voilà, je me suis demandé ce qu'elle allait penser quand elle allait apprendre que j'étais mort. Parce que j'étais sûr d'être mort. Hein. Et à un moment donné, il y a eu... J'ai senti une brûlure intense et... L'air est devenu suffocant et désespéré, je me suis mis à hurler. Et... J'avais convoqué le directeur du Sexy Palace. J'étais en train de l'interroger quand le collègue qui partage mon bureau a reçu un nouvel appel. Madame Galli entendait cette fois-ci des appels au secours et n'arrivait pas à savoir d'où ça venait. Le dit collègue était assez énervé, ça faisait 2 fois qu'il se déplaçait et il avait peur de faire chou blanc une 2e fois. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une espèce d'intuition. Je me suis dit, où habite cette dame? Effectivement, on était à une dizaine de mètres du Sexy Palace. J'ai tout de suite pensé, et si cette affaire avait quelque chose à voir avec la disparition de ce jeune Belge? Vous pouvez pas savoir comme j'étais soulagée quand j'ai compris que cette fois ils me prenaient au sérieux et qu'ils m'ont dit qu'ils arrivaient tout de suite. Je priais le ciel pour que cette voix ne se taise pas quand ils seraient là. On n'a pas traîné, on est arrivé très vite chez Mme Galli. Effectivement, il y avait quelqu'un de coincé quelque part. On entendait au secours, et petit à petit, la voix commençait à s'affaiblir. De toute évidence, le gars devait souffrir terriblement. Donc, très vite, on a téléphoné et on a demandé l'aide des pompiers. Ceux-ci sont arrivés et sont montés sur le toit. Je me suis senti happé, quelqu'un me tirait par les pieds. J'ai eu tellement mal que je me suis évanoui. La première chose que les pompiers ont distingué arrivés sur le toit, c'est les chaussures de sport. Avec une corde, ils ont dégagé Patrick Leclerc de la cheminée où il était prisonnier. Le type était dans un très mauvais état. Il avait une sale plaie à la tête
couvert de suie et les cheveux déroulés. Un véritable miracle qu'il soit encore vivant. Un mois après, on va arrêter les deux coupables. Ce sont deux frères qui travaillent au Sexy Palace. Un des deux était celui qui alpaguait les clients à l'entrée du bar. Les entraîneuses renseignaient nos deux individus et ceux-ci attendaient les victimes à la sortie pour les dépouiller. Après cette histoire, j'ai tout arrêté. J'ai démissionné, j'ai arrêté de travailler la nuit. Mais je savais qu'en fait, dans cette boîte, dans cet établissement, il y avait des choses louches qui se passaient, que ça traficotait pas mal. Alors de là arriver à une tentative de meurtre, non, sérieusement, j'ai pas pu supporter. J'ai changé de vie, du jour au lendemain. Au procès, ça a été terrible, hein, parce que j'ai appris ce qui m'était arrivé cette nuit-là. Il y a un des gars du bar qui m'a attendu avec une batte de baseball. Enfin, ils étaient deux. Et ils m'ont frappé tellement fort pour me voler mon portefeuille qu'ils m'ont laissé par terre. Ils ont cru que j'étais mort. Donc là, ils m'ont tiré dans une petite ruelle. Ils ont trouvé un échafaudage sur un immeuble et ils sont montés dessus et ils m'ont hissé jusqu'au toit. Et ils m'ont jeté dans un trou de cheminée. Ouais. J'étais coincé, la tête la première, dans un trou de 50 cm de diamètre, à 2 mètres au-dessus du poil de Madame Gali. Ouais. Ah, j'ai fait des cauchemars pendant des années. Ouais. Je suis complètement claustrophobe maintenant. Alors, je fais une analyse, j'essaye de m'en sortir comme ça. Et le sport m'aide beaucoup. Ouais. Je suis jamais retourné sur Paris. Non, jamais eu l'occasion. J'espère bien y retourner, hein. J'ai pas dit mon dernier mot. Faudrait aller voir le château de Versailles. Ouais. Au cours de l'enquête, les policiers découvrent que les agresseurs de Patrick Leclerc n'en sont pas à leur galop d'essai. Ainsi, lorsqu'un client du Sexy Palace ne se montre pas assez généreux avec les hôtesses, ont-ils pris l'habitude de le dépouiller à la sortie du cabaret. Les égreffins sont arrêtés, placés en garde à vue, et la boîte fermée sur décision de justice. Quant à Patrick Leclerc, il a eu, comme on dit, beaucoup de chance dans son malheur. En effet, Madame Gali avait utilisé sa dernière bûche et avait ce jour-là oublié de racheter du bois. Un oubli providentiel qui a permis à Patrick Leclerc de ne séjourner qu'une seule nuit en enfer. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Ralentis, Robert. C'est cette maison-là au coin de la rue, celle au mur décrépit et au volet fermé. D'accord, je me gare, j'ouvre le coffre, on prépare la civière et oui, Robert, l'interrompt l'autre avec agacement. Comme s'il s'adressait à un enfant attardé, le passager vêtu d'une blouse blanche poursuit l'énumération des gestes que tous deux s'apprêtent à accomplir. On crochette la serrure, on repère la chambre, on cueille notre homme, on l'enroule dans une couverture et on l'embarque, si possible, sans ameuter tout le quartier. Et s'il se rebiffe, tu lui colles une cingue dans le bras, ricane le chauffeur. C'est ça, Robert. Tu l'immobilises et je le pique. Alors on fait comme d'habitude. Oui, Robert. On fait comme d'habitude. L'ambulance s'immobilise. Il est 6 heures du matin, ce 3 février 2005. L'infirmier tire de sa poche un passe-partout et la serrure cède sans résister. Le chauffeur braque une lampe torche sur le fouillis qui encombre le vestibule. Le salon salle à manger est un désastre. Canapé avachi, téléviseur bancal dont l'écran est fendu en étoiles, moquette usée, jonchée de bouteilles vides. Le type est dans la 2e chambre, murmure l'infirmier. Passe devant et perd pas les pédales. D'accord, je fais comme d'habitude avec ce chauffeur. Et dans un coin allongé sur un lit de camp, un homme dort en ronflant. Son visage glabre, osseux, émerge des draps sales. En 2 bonds, le chauffeur l'immobilise et l'infirmier le rejoint. « Monsieur Morisseau ?» Le dormeur écarquille des yeux fous. Il dévisage des inconnus en blouse blanche comme s'il venait de surgir d'un mauvais rêve qui, un instant plus tôt, tourmentait son sommeil. L'infirmier répète sa question. « Vous êtes bien Jean-François Morisseau, 47 ans, architecte ?» La tête de l'homme, prise dans un étau, s'agite faiblement. « Parfait.
Écoutez-moi bien. Un choix s'offre à vous. Le bon, vous nous suivez dehors gentiment et vous montez dans l'ambulance qui est garée au coin de la rue. Le mauvais, l'infirmier exhibe une seringue et pousse légèrement le piston jusqu'à ce qu'un jet de liquide s'échappe de l'aiguille. Alors que décidez-vous? Morisseau voudrait hurler, mais le genou du chauffeur lui broie les poumons. Libère-le, Robert. Morisseau reprend son souffle. Dans sa voix se mêlent terreur et indignation. Mais enfin, qui êtes-vous, bon sang? Les anges gardiens de votre nouvelle vie, glousse le chauffeur en l'empoignant sous les aisselles. Solidement entravé à l'arrière de l'ambulance, l'architecte tente de mettre de l'ordre dans ses idées. Son cerveau, embrumé par l'alcool qu'il a ingurgité la veille, fonctionne au ralenti. Mais que me volent ces hommes? Qu'ai-je fait de répréhensible? Où m'emmènent-ils? 20 minutes plus tard, l'ambulance se gare sur le parking d'un bâtiment austère. Quelques hommes vêtus de blouses blanches fument à la sauvette devant l'entrée. Et paradoxalement, cette vision rassure Morisseau. Ça ressemble à un hôpital. Des médecins vont m'ausculter et s'apercevoir de leur erreur. Le malentendu va se dissiper. Dans moins d'une heure, je serai libre. À l'intérieur, une odeur immonde de médicaments, de détergents et d'excréments soulève le cœur. L'architecte est jeté dans ce qui ressemble à une cellule. Le chauffeur défait ses liens et le pousse sur une paillasse. « Bienvenue en enfer, monsieur Morisseau. » Et il s'en retourne. La porte claque, des verrous grincent, le silence retombe comme une chape d'angoisse. Recroquevillé et grelottant, Morisseau ressasse le film des années écoulées. 7 ans plus tôt, diplôme en poche, n'avait-il pas créé à Nantes une agence d'architecture, JPM et associés? À l'époque, la conjoncture était encore favorable, et la chance lui souriait. Le succès ne s'était donc pas fait attendre. Commandes, contrats, immeubles de prestige, complexes sportifs, du travail par-dessus la tête. Des budgets à 7 chiffres. Une équipe de 5 architectes employés à plein temps. Pour adoucir stress et fatigue, Morisseau avait pris l'habitude de s'accorder un verre en fin de journée. Un coup de fouet sans conséquence. Une récompense bien méritée. Et puis, son existence avait insidieusement échappé à son contrôle, comme de l'eau qui glisse entre les doigts. Et personne dans son entourage n'avait eu le courage de tirer, pour lui, le signal d'alarme. Car son organisme réclamant toujours davantage d'alcool, il dissimulait maintenant une bouteille dans un tiroir de son bureau. Bouteille qu'il devait renouveler tous les 2 jours. Sa femme l'avait quitté. Profitant d'une augmentation de capital, ses associés l'avaient sournoisement évincé de sa propre agence. En pleine dérive, l'architecte avait appelé à l'aide Charlotte, une amie d'enfance, un amour de jeunesse. « Remonte la pente !» l'avait exhorté la jeune femme. « Réagis, fais-toi soigner. L'alcoolisme n'est pas une tare, c'est une maladie. » Les cures de désintoxication s'étaient toutes soldées par des échecs. Comme si les semaines de sevrage avaient créé en Morisseau un vide insupportable, un manque qu'il lui fallait aussitôt combler en buvant de plus belle. Sans famille, sans travail, sans le sou. Seul le whisky et puis le mauvais vin blanc ne l'avaient pas abandonné. L'architecte est abîmé dans ses pensées quand la porte de sa cellule s'ouvre à la volée. « Petit déjeuner, monsieur Morisseau. Suivez-moi au réfectoire, ordonne un jeune homme athlétique. » Alors brusquement replongé dans le cauchemar présent, Morisseau s'insurge. « Mais je n'ai rien à faire ici. J'exige qu'on me libère sur le champ. Tout doux. » Siffle l'aide-soignant, en contournant la paillasse comme s'il s'approchait de la cage d'un fauve. L'architecte se redresse, mais ses jambes flageolent, sa tête se vide. De la sueur lui glace les tempes. Son organisme réclame désespérément un verre d'alcool. D'une démarche chancelante, il emboîte le pas du Cerbère. Le réfectoire ressemble à un tableau d'apocalypse. Derrière une vitre, une grappe de malades dépenaillés entrechoque des bols en plastique. Une femme en peignoir chaussée de talons hauts arpente la pièce en brandissant une perruque grotesque. Elle ignore le vieillard qui se cogne la tête contre les murs et l'adolescent nu qui rampe en hurlant. Morisseau se fiche d'horreur. L'aide-soignant l'entraîne vers une infirmière qui distribue gélules et injections. « Ce sont vos médicaments. Prenez-les devant moi. »« Mais jamais de la vie, je suis pas fou. Je veux voir le psychiatre qui me les a prescrits. » L'infirmière lui colle d'autorité 3 comprimés dans le creux de la main et lui tend un verre d'eau. «
avalez-moi ça sans discuter. Et si je refuse? Patrick, rappelez à M. Morisseau notre règlement intérieur. Et d'une voix goguenarde, l'aide-soignant explique. Toute violence verbale ou physique à l'encontre du personnel soignant, le refus de suivre le protocole thérapeutique seront sanctionnés par un confinement en chambre sécurisée et par la poursuite du traitement par voie intraveineuse. Horrifié, anéanti, Morisseau jette les gélules et le contenu du verre dans le fond de sa gorge. Et son calvaire s'éternise ainsi pendant des semaines. Abandonné dans une cour des miracles, l'architecte n'a de cesse de quémander un rendez-vous avec le directeur. Mais en vain, sa requête est systématiquement rejetée. C'est pourquoi, dès que l'effet des neuroleptiques lui accorde quelques heures de lucidité, échafaude-t-il un plan d'évasion. Mais le nombre pléthorique de gardiens et la hauteur des murs d'enceinte le dissuadent de tenter quoi que ce soit. Au bout d'un mois de confinement, une courte promenade dans le parc de l'hôpital lui est accordée. Il entrevoit à cette occasion une cabine téléphonique dissimulée dans un recoin du bâtiment. À force de ruse et de patience, Morisseau parvient à subtiliser et à se faire donner quelques pièces jaunes, de quoi lancer un appel de détresse, le SOS de la dernière chance. Un mois plus tard, à l'occasion d'une nouvelle promenade, il parvient à téléphoner subrepticement à son amie Charlotte. Entre deux sanglots, il explique la situation désespérée dans laquelle il se trouve. « Sors-moi de cet enfer, bégaye-t-il, je t'en supplie, viens me chercher !» Une émotion incontrôlable submerge la jeune femme. Elle étouffe un cri. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» « Parle plus fort, je t'entends mal !» hurle Morisseau à l'autre bout du fil. « Oh, je suis désolé, Jean-François. Rien n'était prémédité. » Et au prix d'un effort qui lui arrache des larmes, Charlotte poursuit dans un souffle. « Patiente encore un peu. Je viens te chercher, je te le promets. » Quelques jours plus tard, Charlotte est reçue par le directeur de l'hôpital. Au terme d'un rapide entretien, ce dernier lui remet un document qui l'autorise à retirer l'architecte de son établissement. « Vous êtes dorénavant légalement responsable de M. Morisseau. S'il lui arrive quoi que ce soit à l'extérieur, ou s'il s'en prend à des tiers, ma responsabilité ne sera pas engagée. » Les retrouvailles entre les deux amis se réduisent à une étreinte silencieuse et poignante, et puis l'architecte se blottit sur le siège avant de la voiture et ferme les yeux. Les murs de l'hôpital s'effacent. La liberté. Il rit, pleure en même temps. Il baisse sa vitre. Il se remplit les poumons d'air frais. Et puis, soudain, son visage se fige. Il se tourne vers Charlotte. « Mais pourquoi m'as-tu dit au téléphone que tu étais désolé ?» La femme se gare précipitamment et se prend la tête à deux mains. Eh bien voilà, tes cures de désintoxication avaient tout échoué. J'étais désespéré. Je voulais te sauver, malgré toi. Alors j'ai demandé à ta tante Béatrice, le dernier membre encore en vie de ta famille, de remplir une demande d'hospitalisation aux dépens d'un tiers, une HDT en langage administratif. Mais alors, c'est toi qui m'as fait interner? S'exclame Morisseau stupéfait. J'ai cru bien faire. Je pensais que c'était le seul moyen de t'arracher à l'alcoolisme, bredouille la femme, en guise d'excuse. Comment aurais-je pu deviner qu'au contraire, je t'envoyais droit en enfer? Jean-François Morisseau vit aujourd'hui dans le studio que Charlotte a mis à sa disposition. Il travaille à mi-temps pour un jeune architecte. La nuit, lorsqu'il exécute des plans, son trait est redevenu net et précis. Ses mains ne tremblent plus, sauf, parfois, quand pour tromper la fatigue, il a abusé du café noir. Pierre Bellemare, les histoires incroyables.
Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt.